Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la prison. Et pour nous parler de ce sujet, nous sommes avec Nadia, auteure de À ceux qui se croient libres aux éditions L'Insomniaque en 2016, militant anticapitaliste. Et Sam, membre de l'Assemblée contre l'état d'urgence et les violences d'État de Montpellier. Voilà, alors c'est lui qui va exceptionnellement animer cette émission. Exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Bonjour Paris. On voulait se faire cette émission-là parce qu'on a été, comme un peu partout en France, confronté lors du mouvement social à beaucoup de militants, de copains qui passent par la case prison. Et donc, ça nous a amené un peu à réfléchir autour de cette thématique-là. Et donc, je vais un peu introduire pour expliquer qui on est à nos amis parisiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'AG contre l'état d'urgence et les violences d'État à Montpellier, elle s'est créée au début de l'état d'urgence. Et ça avait la spécificité d'être une assemblée, en fait. De pas être une interorga, de pas être... Et donc, ça a réuni quand même au départ beaucoup de monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, la manière de percevoir les choses ont évolué. C'est passé d'une assemblée contre l'état d'urgence à une assemblée contre les violences d'État. Et donc, on a commencé à s'intéresser aux crimes policiers. Et puis, il y a eu le mouvement contre la loi travail. Et cette assemblée est devenue de fait une assemblée contre la répression. Donc d'abord, sur ce premier point, je pense qu'il faudrait quand même essayer de mettre en avant quelque chose sur ces questions-là, notamment aux auditeurs parisiens, parce qu'il y a eu on a eu écho des problèmes qu'il y a eu à Montpellier autour de ces questions-là. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'était une défense collective, et si possible, une défense politique. Après, chacun choisissait de se défendre comme il voulait, mais l'essentiel, le but du jeu, c'était de ne pas mettre dans la merde des copains pour en sauver d'autres. Donc ça, je pense que c'était quand même quelque chose qui a permis de maintenir un peu un cap, quoi. Parce que il y a eu beaucoup de répression. À Paris, il y en a eu bien plus, hein, donc on comprend que le cap était un peu plus difficile à tenir. Et surtout, là où, pour en venir directement au fait autour de la question de la prison, c'est que on s'est retrouvé avec une succession de personnes qui sont arrivées en prison. Et au départ, quand on est arrivé en prison, on disait libérez notre copain, il est où, machin, etc. Puis on s'est rendu compte que dans la prison, il y avait des centaines de types, on a commencé à réfléchir à ces questions-là, puis on s'est dit peut-être il y aurait quelque chose à penser autour de ça. Comment on passe d'une lutte quelque part, est-ce qu'on limite notre solidarité aux entre guillemets militants politiques ou à nos copains, ou est-ce que quelque part, une fois qu'on est devant la prison et qu'on soutient nos copains, est-ce qu'on glisse pas un message pour tous les prisonniers ? Est-ce qu'on n'amorce pas une réflexion ? Pourquoi on va en prison ? Qui va en prison ? À quoi sert la prison ? À qui sert la prison ? Enfin, toutes ces questions-là, on a commencé un peu à réfléchir à tout ça. Et donc voilà, on a changé progressivement la forme des slogans. On a changé progressivement la forme des tracts, des appels à manifestation. Donc c'était plus uniquement axé sur la question des militants du mouvement social, mais c'était des appels à toutes les familles de prisonniers, tous les proches de prisonniers de Villeneuve-les-Maglones, qui est la prison donc à côté de Montpellier.
Mais bon, en même temps, pour beaucoup de personnes, pour tout le monde dans cette assemblée, c'était une découverte, dans le sens où on était parti d'une assemblée contre l'état d'urgence, puis contre les violences d'État, puis c'était devenu un truc anti-répression, parce que je viens d'expliquer. Et maintenant, on était un peu... on avait envie de réfléchir à cette question de la prison, de pouvoir faire un travail qui soit autre chose que de l'entre-soi politique, etc., en disant je soutiens mon pote, machin, etc. Et donc on s'est dit, comme on n'avait pas forcément beaucoup de billes, même si on avait peut-être lu, avoir eu des réflexions, des discussions, on s'est dit on va inviter des personnes qui ont mené ces combats, qui ont porté ces réflexions, pour pouvoir avoir un peu de grain à moudre, de savoir qu'est-ce qui avait été tenté, qu'est-ce qui avait perdu. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée, contre l'état d'urgence et les violences d'État, on a invité Nadia pour avoir une discussion autour de la prison et pour savoir comment nous, à Montpellier, on pouvait faire pour s'organiser face à ça. Voilà, donc en fait, pour le plan de comment ça va discuter, on s'était dit que Nadia, elle allait commencer un peu à parler de cette expérience de la prison en général, et qu'ensuite on allait passer par un témoignage, et qu'à la fin on allait revenir sur une discussion un peu synthétique pour que l'émission puisse servir à tout le monde, quoi. Comment faire pour monter un collectif dans sa prison, dans sa ville de province, où au départ c'était pas le cas, quoi. Voilà. Alors, ce livre, c'est un livre sur les luttes qui ont eu lieu dans les années 80, de 80 jusqu'à nos jours, les luttes qui se sont passées à l'intérieur de la détention et en soutien à l'extérieur. Bon, moi, je suis arrivée à la lutte contre la prison parce que mon frère, je pourrais même dire mes frères, mais plus précisément mon frère, a été en prison pour braquage. Donc du coup, étant mineur, donc c'est quelque chose qui m'est apparu à la fois nécessaire pour moi, pour comprendre ce qui était en train de m'arriver et de lui arriver. Et très rapidement, j'ai ressenti la nécessité de le comprendre avec d'autres copains, et de comprendre plus globalement ce que c'était que cet outil de répression, cet outil d'anéantissement de l'être humain, et de comprendre à quoi il servait. Donc du coup, j'ai retrouvé un groupe d'amis qui, dans les années 80, c'était dans les années 86, se posaient les mêmes questions que moi. Eux étaient plus issus quand même c'était déjà des militants politiques, ou issus du monde plutôt libertaire, ou même des anciens Mao. Enfin bon, il y avait un peu tout comme ça, un groupe de gens qui... après la décrépitude des années 80, pensaient qu'il y avait encore quelque chose à faire, qu'il fallait souffler sur les braises, et puis continuer la lutte, même si on n'était pas nombreux. Donc j'ai rejoint ces gens-là, et on a, je pense que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on s'attelle à un sujet quel qu'il soit, c'est d'essayer de comprendre d'abord ce qui s'est fait avant. Et sur le terrain de la prison, il y a eu des luttes avant, très rapidement il y a eu quand même... les luttes pendant la guerre d'Algérie, les prisonniers du FLN qui étaient massivement incarcérés dans les prisons françaises ont mené des grèves de la faim extrêmement dures, puisque certains y ont perdu leur vie, pour obtenir et le statut de prisonnier politique, puisque pour le coup, eux, ils étaient en train de mener une lutte de libération, donc ils ne reconnaissaient pas les tribunaux de la France à juste titre, et aussi pour demander des améliorations de conditions de détention, ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs grâce à leur lutte. Donc du coup, ça a été quand même quelque chose de très important, qui a mobilisé des militants, des avocats, des familles, tout ça. Et les prisonniers qui étaient incarcérés dans les années 60 et 70 gardaient aussi la mémoire que quand on se bat, on peut obtenir des choses. Donc du coup, j'en ai rencontré qui m'ont parlé justement de cette rencontre avec des prisonniers algériens. Et après, dans les années 70, il y a eu des très 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 grosses luttes à l'intérieur, et également l'incarcération de militants politiques, entre autres maoïstes, de la cause du peuple, qui ont été incarcérés à l'intérieur de la détention. À l'extérieur, il y a eu des intellectuels, des collectifs, des secours rouges, qui se sont solidarisés pour demander, dans un premier temps, la reconnaissance du statut de prisonnier politique. Mais très rapidement, vu qu'à l'intérieur, il y avait énormément de luttes de prisonniers, on va les appeler sociaux. Du coup, assez rapidement, cette idée du statut de prisonnier politique s'est estompée pour arriver à une critique de la prison comme outil d'anéantissement, comme outil de gestion de la misère, de gestion de la différence, de la déviance ou de la révolte. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu
Pour en revenir aux années 70, ça a été des luttes vraiment, vraiment importantes. Et je pense que quand on s'attaque à la question de la prison, c'est important de repartir de ces années-là. Parce que grâce à des intellectuels connus, il y a des trucs qui sont moins intéressants, mais il ne faut pas oublier quand même Foucault a serré la main de Mitterrand, et ça je ne l'oublierai jamais, même s'il a écrit des livres très très intéressants qui peuvent encore nous éclairer sur la question anticarcérale. C'est en tous les cas une période où on ne se posait plus la question de on va défendre machin, on va défendre bidule, ou on va demander la libération d'une catégorie de prisonniers comme celle des prisonniers politiques par exemple, mais on s'est interrogé sur l'existence, la pertinence de l'existence même des prisons. Donc c'est un moment quand même assez charnière, assez intéressant. Il faut lire les écrits qui ont été produits à ce moment-là, mais aussi bien les écrits d'intellectuels que les écrits des prisonniers eux-mêmes. Hein. À l'époque, donc, il y avait le GIP, groupe d'intervention prison, donc, qui était plutôt un groupe d'intellectuels français. Mais assez rapidement, il y a eu le CAP, groupe d'action prison, et là qui était vraiment pris en charge par des prisonniers en lutte. Peut-être la séparation n'était pas pertinente, mais bon. Et du coup, dans les statuts même, dans les revendications, aujourd'hui on est dans une période où il est de bon ton de dire qu'il n'y a pas de revendications. Quand même que c'est très très important de savoir pourquoi on se bat et sur quelle base. Donc du coup, il y avait tout un tas de revendications, et la dernière était la suppression de la prison. Enfin, je veux dire, donc c'était quand même... parce que bon, après on est là, oui, c'est réformiste, c'est révolutionnaire. Je pense qu'il faut peut-être relire des textes de Rosa Luxembourg ou d'autres pour faire la distinction entre ce qui est réformiste et révolutionnaire. Enfin, en attendant de faire la révolution, il faut quand même la construire, hein, créer les outils pour. Et donc, du coup, il faut peut-être faire des collectifs, créer des outils et peut-être même émettre des revendications. Donc, du coup, les plateformes qui sortaient des prisons à cette époque-là, c'est-à-dire suppression des quartiers d'isolement, suppression du mitard et du prétoire, qui est une forme de jugement à l'intérieur qui est pris en charge par le directeur et les surveillants, même si aujourd'hui on a un avocat, il ne sert pas à grand-chose. Et puis il y avait, concernant le droit du travail, le droit d'association et de syndicalisation, il y avait tout un tas comme ça de revendications qui sont absolument exactement les mêmes aujourd'hui. Ça n'a pas changé, c'est pareil, on reprend la même plateforme et on recommence. Et donc du coup, moi je suis plutôt arrivée donc, dans les années 80, et il se trouve que moi je suis arrivée à une période où il y avait énormément de luttes à l'intérieur. Mais vraiment quoi, enfin je veux dire, j'ai fait à la fin de mon bouquin une chronologie des luttes pour que les gens se rendent compte, parce que tu vois, quand je te dis il y a énormément de luttes, tu me dis ouais, ça veut dire quoi? C'est vraiment régulièrement les prisonniers montaient sur les toits. Régulièrement, quasiment toutes les semaines, il y avait des grèves de plateau ou des grèves de la faim, des refus de remontée de promenade. Il y avait des textes qui sortaient de l'intérieur, ça se répondait, ça parlait, vraiment, et pas seulement à Paris, à Marseille, surtout sur l'ensemble du territoire, il y avait des luttes à l'intérieur. Et c'était très curieux parce que ça, c'est arrivé après l'arrivée de Mitterrand. Alors l'arrivée de Mitterrand, ça a été l'endormissement permanent, on y est toujours. Hein. Ça fait 35 ans que ça dure, ou même un peu plus. Ils ont réussi, les socialistes, à dépolitiser complètement tout, à récupérer tout ce qui pouvait être vivant pour l'intégrer dans des trucs qui allaient nulle part. Enfin, ils ont été très très forts. Mais juste pour dire que peut-être c'est une chance pour moi, c'est que les prisonniers n'ont pas été dupes. Et alors que l'ensemble des militants et des gens qui se battaient ont été complètement intégrés dans l'appareil politique institutionnel, les prisonniers se sont battus et ont été relativement seuls. Parce que tu disais quand on a fait donc cette discussion hier, et ça intéresserait à mon avis les auditeurs, c'était que dans les années 70, il y avait, même si tu dis qu'il y a eu un maintien des luttes dans les années 80, que dans les années 70, il y avait des formes de lutte encore plus dures, parce que tu disais qu'il y avait une prison qui avait été détruite par les prisonniers. Enfin, ça nous a beaucoup impressionnés. J'imagine que ça intéressera les auditeurs de Radio Libertaire. Il faut regarder les photos, parce qu'il y a un jeune réalisateur qui a repris les travaux de son père là, et qui a écrit et qui a fait un film qui s'appelle Sur les toits. Et du coup, on voit les images et les photos je crois que c'est la révolte de Nancy dans les années 74. Et ce qui était très impressionnant, si tu veux, c'est que les prisonniers montaient sur les toits, détruisaient complètement la toiture, balançaient les tuiles dehors sur les flics qui étaient en bas,
Et du coup, après, t'avais toute la flotte et tout, mais toute la tôle était complètement détruite, quoi. Bon, il n'y a plus de tuiles trop sur les prisons, enfin, en tous les cas, les nouvelles, ça n'existe plus. Donc, du coup, c'était tout de suite très, très spectaculaire. Et je prenais cet exemple parce qu'en fait, dans les années 74, quand il y a 2-3 prisonniers qui sont passés en procès à ce moment-là, et ils ont pris 6 mois ferme pour destruction. Non, mais à l'époque, c'était déjà des morts. Énorme, Ah ouais. Ah, mais à l'époque, Ouais. les gens criaient au scandale. 6 mois ferme pour s'être révolté, tu rigoles, toi, ça se fait pas, c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des peines. Là, il y a eu pas mal de mutineries quand même, mais ça ne se sait pas assez. Et les mecs, mais immédiatement, alors qu'ils avaient rien cassé, tu vois. Bon, à chaque fois, il faut prendre quand même un petit peu en otage un maton pour avoir les clés, pour ouvrir les portes et éventuellement quelques cellules. Mais c'était jet de bouteille d'eau et jet de savon, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment bonjour. Ben oui, mais c'est 18, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est des peines immédiatement incroyables qui viennent se surajouter aux peines déjà existantes, quoi. Donc, du coup, se battre à l'intérieur, il faut qu'on le sache, nous, à l'extérieur, c'est une prise de risque énorme. D'abord pour ta vie, parce que les hérisses, qui sont les espèces de bacs intérieurs, le GIGN intérieur, il faut imaginer qu'ils sont dotés d'exactement les mêmes armes que ceux que j'ai cités précédemment. Et du coup, on peut imaginer ce que je disais. Moi, j'ai du mal à l'imaginer, une cour de promenade avec des flashballs, des grenades de désencerclement, des gaz lacrymogènes et compagnie. Enfin, je veux dire, c'est une boucherie, quoi. C'est tout simplement une boucherie. Donc, du coup, c'est vraiment une prise de risque énorme. Et nous, il faut qu'on le prenne en considération. C'est-à-dire que nous, on est dehors, on a la possibilité de parler, de faire savoir tout ça. Et du coup, il faut enfin, la moindre des choses, j'ai envie de dire, au minimum, c'est déjà de faire ce travail-là. Et éventuellement, si on est un petit peu plus balèze, pouvoir manifester, faire des actions pour pouvoir se solidariser. Parce que la prison, ça ne regarde pas que les prisonniers, ça regarde l'ensemble de la société. Souvent, on prenait cet exemple de dire que la prison, c'est le miroir de la société. Et quand on regarde la prison, on se regarde soi-même. Et que plus ça va, plus les gens sont susceptibles d'aller en prison, même le lambda moyen. Parce qu'il va picoler et qu'il va se retrouver à avoir un accident, ou même pour la deuxième fois qu'il a picolé, il se retrouve à l'intérieur. Pour un outrage, parce que t'en peux plus, un flic te provoque, tu craques, tu lui dis d'aller se faire foutre, tu te retrouves avec une inculpation. Ça peut aller très très vite aujourd'hui d'aller en prison. Donc du coup, et puis ça regarde aussi un projet de société. C'est-à-dire que la population carcérale, elle est passée de 45 000 prisonniers dans les années 70 à 70 000 aujourd'hui, et elle suit la courbe du chômage exactement dans la même proportion. Donc c'est vraiment la société telle qu'elle est qui rejette toute une partie de sa population vers des boulots précaires, une absence de travail, de revenus, de logement, enfin qui précarise complètement une population de plus en plus grande, qui du coup est obligée de se démerder tant bien que mal comme elle peut, en bidouillant, en businessant, enfin bon, ouais. Et aussi parce que ça fait péter les plombs d'être pauvre tout simplement et de ne pas avoir de perspective de vie. Et du coup, comme perspective, la société telle qu'elle est aujourd'hui nous propose l'enfermement, l'isolement. Bon, il y avait un mec qui avait été en hôpital psychiatrique, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui est important, puisque aujourd'hui, les mères ou les familles peuvent demander des placements. Donc, il y a de plus en plus de placements en hôpital psychiatrique. Enfin bref, rejeter en tous les cas, c'est-à-dire gérer par l'enfermement la misère que la société génère. Et après, le remettre sur le dos des gens eux-mêmes. Ah, c'est de ta faute. Ah ben t'as pas su t'insérer, t'es un loser, un has-been, et les plus faibles dégagent, quoi. Donc on est vraiment dans cette société de compétition où est rejeté en prison, entre autres, les plus fragiles ou ceux qui veulent pas absolument s'adapter dans ce monde pourri qui est en train de nous déglinguer complètement, quoi. Et tu disais, il y avait enfin on a commencé à l'aborder, mais une transformation un peu du paysage carcéral, des gens qui étaient enfermés depuis les années 70, et maintenant, quoi, et bah, déjà il y en a 2 fois plus, quoi, alors qu'on n'est pas 2 fois plus nombreux. Bon, ça c'était le premier point. Tu t'as dit aussi qu'il y avait, que ça suivait un peu la question de l'augmentation du chômage, de la précarité, de la misère.
Mais est-ce que tu peux un peu détailler, tu vois, sur ces nouveaux types de personnes qui arrivent en prison et qui dans les 70 n'étaient pas en prison, quoi, c'était des gens qu'on mettait pas en... Alors, tu vois, par exemple, c'est ce que je disais la dernière fois, je pense que c'est vraiment important quand on s'attaque à un sujet, de savoir de quoi on parle. Je pense que ça doit faire l'œuvre d'une enquête. Alors, dans les années 70, il y avait il y avait très très peu de chômage. Je veux dire, tu pouvais même dire à ton patron, va te faire foutre, je dégage, tu claques la porte, tu y retournes pas le lendemain, t'en as rien à cirer, parce que tu sais que 15 jours après, si t'as envie, tu retrouves du boulot. C'était la situation des années 70, quoi. Je veux dire, quand tu bossais 3 mois, t'avais 2 ans de chômage. Non, mais tu vois, on n'était pas du tout dans le même délire qu'aujourd'hui, quoi. Faut voir la situation. Donc, si tu veux, il y avait quand même à la fois effectivement une délinquance de pauvreté, mais il y avait aussi une délinquance de choix, c'est-à-dire de gens qui refusaient cette société et qui, du coup, braquaient. Bon, il y avait malheureusement beaucoup de proxénètes, puisque c'était une manière de gagner sa vie, on appelait ça le pain de fesses, et ils étaient très mal vus à l'intérieur de la détention. Mais bon, c'était plutôt, tu vois, des gens comme ça, donc du coup, avec des valeurs spécifiques à ce milieu-là. Et j'en parlais, c'est-à-dire que par exemple, tu pouvais pas, balancer. C'était un truc inconcevable. Enfin, bon, après, il y a toujours, hein, là je te parle en grand trait, il y a toujours des enfoirés, puis il y a toujours des passe-droits, hein, dans la vie, c'est toujours comme ça. Mais de fait, tu pouvais pas balancer. Si t'étais une balance, t'étais forcément exclu, voire tu pouvais même perdre la vie pour ça, hein. Donc c'était vraiment, il y avait, tu vois, des valeurs et des choses qui étaient extrêmement précises. Et entre autres, quand tu étais à l'intérieur de la détention, si tu étais un voyou, un mec, quoi, un mec bien, un délinquant d'honneur, eh ben, tu pouvais pas refuser de participer à des mouvements de lutte. C'était un truc impossible. Je veux dire, tu avais un copain qui était au mitard, s'il y avait un mouvement, tu devais y participer. Tu laissais pas les copains sans mandat. Tu vois, voilà quoi. Et puis si tu pouvais, tu les faisais évader. Voilà, il y avait des trucs comme ça, ça faisait partie, si tu veux, des valeurs comme ça. Et c'est vrai qu'à partir des années 80 et quelques, est apparue toute une nouvelle délinquance, une délinquance économique, parce que le chômage, il y a eu 1 million de chômeurs au début des années 80, donc ça a commencé à devenir très très important. Et il y a aussi vachement le business de stupéfiants, quoi, qui est venu remplir les prisons françaises. Et bon, la mentalité de petits commerçants, je m'excuse, mais enfin bon, tu vois, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi, dans le genre de rapport, quoi. Donc bon... c'est pas la même chose que les braqueurs. Mais c'est pas du tout la même chose que les voleurs, j'ai envie de dire. C'est pas du tout les mêmes valeurs, la même façon que les gens ont de se lier les uns aux autres. C'est vrai que dans le commerce, c'est quand même un peu chacun ma gueule, tu vois. Donc c'est complètement autre chose. Et puis de toute manière, il y a eu également aussi une dépolitisation, que ce soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui se ressent du coup à l'intérieur. Moi, je me souviens, tu vois, par exemple, je prenais cet exemple parce qu'il m'a vraiment super marqué. Et quand dans les années 86, à la santé, 400 prisonniers refusent les plateaux en soutien aux initiatives anti-loi Pasqua, parce que tu avais les JALB, les Jeunes Arabes de Lyon et sa banlieue qui avaient entamé une grève de la faim illimitée pour protester contre le projet de loi du gouvernement concernant les émigrés. Je veux dire, quand tu as ce genre de... Tu vois, ça veut dire que les mecs qui rentraient en prison, sur leur quartier, il y avait quand même des luttes. Il y avait, tu vois, il y avait quand même un petit peu d'organisation, des mouvements, etc. Et puis tu avais un tissu associatif, tu avais, tu vois, il y avait des choses qui se passaient. Ceux qui rentraient en prison, ils étaient quand même un petit peu politisés. Là, aujourd'hui, écoute, voilà, c'est la cata, quoi. Donc... Et ce que je voulais te demander aussi, c'était parce que, là, on a parlé un peu peut-être de l'atmosphère qu'il y avait dans les tôles, du profil un peu des gens, mais effectivement, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont entrées, quoi. Donc, tu as eu peut-être des... Tu vois, est-ce qu'on peut parler un peu de ça ? Tu avais parlé aussi du nombre de personnes maintenant qui sont en tôle pour des histoires de caisse, des histoires de conduite sans permis. Des délits routiers, tu m'étonnes. Tout le monde sait ce que c'est qu'un flash, hein, c'est pas compliqué, hein, donc au bout de 10, t'as plus de permis, donc et quand t'as pas de voiture dans certains endroits, tu peux pas travailler, donc tu fais quoi ?
eh ben, tu prends ta caisse et tu vas au boulot avec et tu te fais arrêter, tu vas en prison. Ah, il y en a plein en tôle. Et il y en a Ouais. plein des trucs comme ça, et c'est dément, quoi, c'est n'importe quoi. Mais les mecs, ils pètent les plombs en tôle, ils comprennent rien de ce qui leur arrive. C'est n'importe quoi aujourd'hui, là. Enfin, je veux dire, je ne légitime aucune. Je trouve que la prison n'est pas adaptée pour n'importe quel type de délit. C'est une aberration quand quelqu'un commet une faute, de lui taper dessus. C'est n'importe quoi. Même les chiens, ça les rend dingues, tu vois. Donc les hommes et les femmes, bien évidemment, pareillement. Donc c'est une punition absurde. C'est une punition qui génère de la souffrance et de l'incompréhension et de la haine. C'est n'importe quoi. Mais ce que je disais, si tu veux, c'est que souvent on pense aujourd'hui que, tu vois, il y a énormément de délits, que tu peux pas sortir dehors, parce que bon, il y a toute une mise en scène médiatique, etc., qui veut que tu peux pas sortir dehors sans te faire agresser, violer, tabasser. Enfin, tu vois, on vit dans un monde terrifiant. Donc, alors que la réalité, et pourtant les gens devraient partir de leur propre réalité, ça peut arriver de te faire emmerder, c'est évident. Enfin bon, c'est quand même, somme toute, assez rare. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a plutôt un recul des crimes. C'est-à-dire, là, je parle des homicides, des trucs un peu graves, tu vois. Il y en a de moins en moins, statistiquement. Mais par contre, il y a de plus en plus de prisonniers. Donc, le truc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu alors, bon, il y en a qui disent que la société, supporte de moins en moins la violence et l'illégalité. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est vrai que c'est assez abstrait. Fassin, il sort ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais tout l'appareil idéologique de propagande qui nous fait peur et qui nous apprend à, tu vois, mais... et donc, du coup, la société, aurait peur et se sentirait un sentiment d'insécurité. Ce sentiment, il est créé, quoi, quand même, tu vois, il ne vient pas de nulle part. Et du coup, ça légitimerait, si tu veux, des punitions plus graves, quoi, et supplémentaires. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a eu des créations de nouveaux délits, on est tous au courant, les délits routiers, les outrages et rébellions. Il y a 10 ans, tu disais enculer un keuf, éventuellement tu te faisais tabasser, c'est ce qu'on disait. Voilà, ça pouvait se régler comme ça, mais en tous les cas, t'allais pas en tôle, quoi, je veux dire, pour ça, tu vois. Il n'y avait pas de délit de ce type. Donc... il y avait aussi le bruit dans les halls, tu peux aller en tôle quand tu payes pas ton billet de train. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux délits et tout un tas de délits qui existaient déjà qui ont vu leur peine augmenter, mais énormément. Hein. Je veux dire, je sais pas, avant tu allais te prendre maximum 5 ans pour tel type de délit. Aujourd'hui, tu vas prendre 10. Tu vois, c'est dans les textes, il y a vraiment eu une augmentation de la durée des peines, avec tout un tas de trucs. Bon, mais ça, c'est toute une tambouille interne, du coup, que les gens comprennent pas très bien. Et du coup, tu vois, mais avec la création de l'association de malfaiteurs en 96, qui fait que tu vas être condamné, par exemple... Parce que tu as fait partie d'une association de malfaiteurs, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont déjà récidivé et que tu vas avec eux organiser un truc. Donc pour ça, tu vas être condamné et tu vas être condamné pour les faits. Okay. Ah ouais. Tu vois, tu vas condamner toi. Et tu peux être condamné pour association de malfaiteurs tout seul maintenant. Pour des trucs de terrorisme, quand même déjà c'est balèze. Et en plus, tu peux être condamné pour association de malfaiteurs sans avoir commis aucun délit. Parce que tu as eu l'idée, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le droit français, ce qui était condamné, c'était les faits. Ouais. Maintenant, c'est les idées, c'est les présomptions, c'est... Ouais, dans le même délire, il y a les condamnations pour participation à un attroupement en vue de casseux de mobilier urbain. Voilà. Et il y a pire encore, c'est-à-dire que déjà, tu n'as pas le droit d'y participer parce que les gens apparemment autour de toi, ils sont en vue de casser les choses. Et tu le savais d'ailleurs. Et tu le savais d'ailleurs, voilà. Oui. Et en plus de ça, il y a la non-désolidarisation qui est en train d'être mise sur la table. C'est-à-dire que non seulement, faut pas y aller, mais en plus, il faut dire arrêtez tout, sinon tu vas en tôle. Ouais. Non, c'est un délire parce que... Non, mais c'est vachement grave. Hein. Ouais. Parce que ça veut dire que maintenant, c'est même le fait d'imaginer... Tu vois, je pense que ce que l'État essaye de faire vraiment, c'est de tuer dans l'œuf l'idée même que les choses pourraient se passer autrement. Et on le voit vraiment même dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire que, par exemple, quand tu vas chercher un taf, c'est pas juste tes compétences qui sont évaluées. C'est ta manière d'être, de penser, d'adhérer à la société, tu vois.
C'est ça qui est évalué. Donc là, je veux dire, la compétition est tellement forte avec le nombre de chômeurs qu'il y a, que du coup, tu vois, les critères, c'est bientôt les astres, la numérologie, et ça existe déjà, tu vois, c'est un peu le truc. Donc du coup, toute cette façon de concevoir les choses, elle va emmener de plus en plus de gens en tôle. Et il y a un aspect que forcément, les gens qui sont pas confrontés à la prison ne connaissent pas. Mais en fait, quand tu rentres en prison dans les années 70, les prisonniers, justement, grâce à leur lutte, avaient réussi à obtenir tout ce qui est réduction de peine. Et donc, du coup, avant, tu avais 3 mois de réduction de peine tous les ans. Si tu te comportais, voilà, quoi. Pas trop mal. Plus, éventuellement, 2 ou 3 mois de réduction de peine pour examen. Donc ça fait que du coup, tu vois, tu pouvais, même si tu avais pris une peine qui était beaucoup plus faible que celle que tu prends aujourd'hui, 5 ans, hop, tu vois, 3 mois, plus un peu des examens et tout ça, et tu pouvais quand même sortir assez rapidement, quoi. Alors que, même si c'est toujours trop long, on est d'accord, hein, mais là, aujourd'hui, c'est 2 mois par an, et c'est un crédit de réduction de peine, tu vois, un peu les enfoirés, parce qu'ils ont tellement... expliquer ça. Alors, ça, c'est compliqué. le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, maintenant, tu vois, et aux États-Unis, c'est un bon exemple, parce qu'en général, on suit les États-Unis derrière bêtement. Les enfants sont ont des dettes à leur naissance. Donc, tu vois, parce qu'il va falloir payer les examens, les études, et tout ce qui s'ensuit. La vie, notre vie, est de plus en plus à crédit. Et on a des dettes, on est redevable à la société, aux banques, etc. Et à l'intérieur, c'est pareil. Mais comme les gens n'ont pas d'argent, il faut quand même jouer sur un autre truc, c'est la liberté. Donc je te donne 2 mois, mais ces 2 mois, quand tu vas sortir, on va te surveiller encore pendant ces 2 mois. C'est-à-dire qu'avant, on te les donnait, et quand tu sortais, tu sortais. Alors que maintenant... tu as 1 an, 2 ans où tu es encore surveillé par la société, quoi, par l'État, pour voir si tu fais pas de conneries. C'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est de maintenir sous contrôle le plus longtemps possible, le plus de gens possible. Et t'expliquais un peu la même chose aussi avec les questions du bracelet électronique et tous les trucs de substitution de peine. Alors le truc, si tu veux, c'est que pour le bracelet, c'est un peu comme le tige, hein, c'est que les travaux d'intérêt général. Alors quand tu écoutes les soi-disant progressifs, les gens de gauche, alors ils font des tas de livres super intéressants que moi je vous conseille de lire, ça peut être pas mal. Mais alors à la fin, ça part en sucette. Parce que alors comme proposition, ils font un état des lieux catastrophique, les prisons, la honte de la République. De toute façon, c'est pareil, la honte de la République, machin. Et puis alors tu lis leur truc, t'es là, putain, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Alors là, c'est super dur. Puis alors, à la fin, la seule chose qu'ils disent au mieux, c'est peine alternative. Alors à l'incarcération, tu dis waouh, putain, le cum, qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu vois. Alors en fait, c'est les travaux d'intérêt généraux. Alors les travaux d'intérêt généraux, maintenant, on le sait, tout le monde le sait, c'est une peine supplémentaire. C'est-à-dire ça n'a jamais empêché personne de ne pas aller en prison. C'est juste une peine en plus, quoi. Avant, tu prenais 3 mois avec sursis, maintenant, ou tu prenais même rien, et puis maintenant, tu prends 15 jours, 1 mois, 2 mois de travaux d'intérêt général. Donc, du coup, c'est une peine supplémentaire. Et les bracelets électroniques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, un prisonnier, il allait sortir en conditionnel parce que c'est à la fois pour les petites peines et pour les grandes peines. C'est-à-dire en fin de peine, tu as fait tes 15 ans, tu vois, tu vas sortir, on t'a enfin donné une conditionnelle. Et il faut dire quand même qu'il y a 62% de prisonniers qui sortent à la fin de leur peine, hein. Donc les conditionnels, c'est du rarissime. Hein. Ils nous bassinent avec ça, mais alors ça existe quasiment pas, quoi. Bon bref, donc le mec, il arrive enfin à sortir en conditionnel. Et on va lui dire écoute, tu vas avoir 1 an de bracelet. Mais 1 an de bracelet, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire que tu es obligé de rentrer chez toi à 6h le soir, pas sortir tous les soirs, être au frais de ta compagne, de ta famille, qui te donne à manger, qui paye tes fringues. Tu vois, donc c'est une peine pas chère pour l'État, hyper contraignante, qui n'existait pas juste il y a 5 ans. Et tout le monde dit, ouais, bracelet, super. Alors bien sûr, un prisonnier, on lui propose un bracelet, il va pas dire non, surtout quand il s'est tapé 15 ans d'enfermement, ou même 5, tu vois. Mais ça n'empêche que c'est quand même une dégueulasserie, quoi. Donc voilà pour le bracelet. Et puis alors,
Moi, je ne vais pas dire du bien de Madame Taubira, qui est très certainement une personne extrêmement lettrée, intellectuellement très, voilà, elle est très riche. Hein, elle est sûrement plus intelligente que beaucoup de nos hommes politiques, donc brillante. Mais ceci dit, elle a fait exactement la même merde que tous ses prédécesseurs. Elle a repris exactement les mêmes points que Dati, qui s'est illustré par à la fois son aspect répressif et sa bêtise. Mais elle a repris exactement la même chose en le dotant de financement et de possibilités d'extension. Les peines probatoires, il y a 70 000 prisonniers en France et ces dernières années, on a vu les peines à l'extérieur, c'est-à-dire la prison dehors, devenir quelque chose de plus en plus important. C'est-à-dire les peines probatoires, c'est tu fais ta peine à l'extérieur. Mais il ne faut pas croire que c'est rien, quoi. Je veux dire, avant, on te filait du sursis. Si tu récidivais pas, bon, bah voilà, quoi. Basta, quoi. Alors que là, maintenant, tu dois aller voir le psy, tu dois trouver un travail, tu dois pointer à ton commissariat. Ça s'appelle obligation de réinsertion déjà, donc ça porte bien son nom. Hein. Ouais, et puis en plus, en sachant que c'est même quand on a envie, parce qu'il y en a plein qui en ont envie, hein. Mais ils n'y arrivent pas, hein, parce que du taf, il n'y en a pas. Donc du coup, même pour ceux qui veulent, c'est quand même une vraie galère. Mais quoi. en fait, pour essayer d'expliquer la logique, tu compléteras, hein. Mais c'est de dire, en gros, t'as les bracelets électroniques. Au départ, le mec, quand il sortait de tôle, ben, il avait rien. Maintenant, il a des bracelets électroniques. Ou il avait une courte peine. Les mecs qui étaient au sursis, on mettait du sursis, et c'était des peines probatoires. Maintenant, c'est devenu des peines probatoires. Et que le mec qui avait rien, en fait, s'est remplacé par des tiges. C'est-à-dire des tiges, des peines probatoires. Tout ce qui était rien, c'est devenu quelque chose, et tout ce qui était de la ferme, c'est resté de la ferme. C'est des peines supplémentaires. Ce n'est pas du tout des peines alternatives à la détention. On nous a menti. On a menti. Voilà. Donc, et ça représente à peu près 200 000 personnes en France quand même. Donc c'est quand même pas rien. Et là, le truc, là où ils galèrent, c'est qu'il faut créer des SPIP, il faut créer des juges d'application des peines, il faut créer, tu vois, tout ce staff qui va suivre ces gens-là d'une manière efficiente. Et là, ils sont en train de le mettre en place, quoi. Ouais. En sachant, et bon, ça, ce serait bien aussi de faire un petit peu des enquêtes par rapport à ça, c'est que ces gens qui sont sur un quartier, t'as le maire, les flics du quartier, et même les HLM, enfin tout un tas de gens qui sont au courant de qui est cette personne, son dossier, tout ça. Ça veut dire que plus ça va, plus vraiment la société, au plus près de l'individu, tu vois, va le cerner, le connaître, le surveiller, quoi. C'est sympa. Vous avez dit que c'est joyeux. Vous avez dit en général, les émissions sur les prisons, c'est... ça tue. Et pour revenir un peu à une discussion un peu sociale et tout, qu'est-ce que toi t'aurais envie de dire, Nadia, avec tout ça aux gens qui sont un peu qui ont eu un peu la même expérience que nous, quoi, c'est-à-dire qui sont intéressés à la question de la répression parce qu'ils avaient des copains militants qui étaient tombés en prison. Et comment amorcer un peu cette réflexion-là, et surtout quel discours porter, quoi, de dire est-ce que on va arriver, on va dire ouais, feu à toutes les prisons, nanana, des trucs un peu dogmatiques et tout. Enfin, je sais pas du tout, tu vois, mais qu'est-ce que toi t'auras envie de dire aux gens qui sont un peu dans notre situation, est-ce qu'on met en avant un discours social, enfin qu'est-ce qu'on pourrait rattacher pour s'expliquer à soi, pour expliquer aux autres que y a un problème avec l'alcool, quoi. De toute manière, il y a un truc qui est sûr, c'est si tu relis pas les problématiques aux politiques, au social et à l'économie, t'es à côté de tes pompes. Ouais. Moi, c'est clair, hein, tous les discours identitaires, machin, tout ça, ça me gonfle. Ouais. Mais vraiment, quoi. Parce que je trouve, si tu veux, que là, dire aujourd'hui en prison, c'est des pauvres. C'est des gens pauvres qui sont dedans. Je veux dire, ça touche toute la misère sociale. Alors après, évidemment, les premiers touchés par les fermetures d'entreprises et les gros secteurs productifs industriels sont effectivement les migrations. Donc ça, c'est une évidence. Et donc du coup, qui est
énormément de fils ou de petits-fils d'ouvriers au chômage qui se retrouvent dans les prisons issues de l'immigration, c'est aussi une réalité qu'il faut arriver à expliciter, il faut arriver à dire d'où ça vient, tout ça. Et donc en gros tu dis, c'est autour pour toi des questions, mettre en avant la question de la pauvreté, de mettre en avant de mettre en avant la question des raisons sociales de la prison, carrément, qui est pour toi le plus... Pour moi c'est extrêmement important parce que là aujourd'hui, depuis les années Mitterrand, j'ai envie de dire, il y a une dépolitisation, une individualisation qui nous a tous bouffés, hein. Je veux dire, on n'y échappe pas, hein. Je veux dire, c'est un combat d'y échapper. Et donc c'est pas simple, mais il y a une individualisation. Et la meilleure façon de briser cette individualisation, cette séparation, c'est de trouver des points communs, des choses qui nous unissent. Et ce qui nous unit, c'est de vivre la même merde. En tant que prisonnier ou en tant que salarié ou en tant que précaire ou en tant que chercheur de logement et qui galère, en tant que tout ça. Et puis en tant que gens qui ont envie de dire des choses et qui ne sont pas entendus. Je veux dire, il y a aussi cette notion-là, il n'y a plus d'espace pour s'exprimer, pour s'organiser. On est complètement... on est méprisé, on est humilié, on n'existe pas. Tu vois, voilà. Bon, il y a plein de... Et moi, je pense qu'il faut revenir à la question sociale, la question de classe sociale. Je pense que c'est primordial si on veut se battre contre ce système-là. Mais contre ce système qui génère les prisons. Oui. Toi, tu dis en gros que... plus il y a une misère sociale qui monte, plus quelque part la manière de gérer la misère sociale, aujourd'hui en tout cas, ça va être l'augmentation des prisons, quoi. Ça va être le contrôle à l'extérieur qui existe, les caméras, les fichages, la CAF, tout ce que tu veux, la Sécu, machin. Et puis pour ceux qui passent à travers et qui comprennent pas le message, il restera à la prison, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose qui... Encore une fois, plein de bonheur. Non, parce que se battre contre la prison, c'est se battre contre ce système. Tu vois, tout est lié. Et c'est pour ça que je pense que la question de la prison et de la répression, elle doit être amenée aussi dans les AG de lutte ou dans les coordinations interpro ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que cette question-là, c'est les enfants des ouvriers aujourd'hui qui se retrouvent dans les tôles. Et il ne faut pas l'oublier, c'est nos amis, c'est les gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas papa, maman, tout ça, c'est aussi cette réalité. Et puis c'est des gens qui gueulent et qui se battent contre ce système. Juste vite fait, puis comme ça après je te passe la parole parce que vraiment, si je suis venue, c'est parce que je trouve ça toujours intéressant de parler de ça et puis parce que moi j'ai animé une émission de radio pendant 25 ans anticarcérale, donc c'est vrai qu'avoir un point de vue un petit peu historique en mouvement, c'est toujours intéressant. Et du coup de le transmettre, c'est cool. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous posiez cette question de comment faire. Mais déjà de vous la poser, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant et j'ai trouvé particulièrement regrettable, sauf dans votre cas, regrettable que suite au mouvement contre la loi travail, autant il est devenu une évidence que les flics, c'est le moyen pour l'État de garantir ce qu'il a et de le perdurer, de le faire progresser. Mais de la même manière, j'ai trouvé dommage qu'on n'aborde pas la question de l'institution judiciaire et de la prison qui sont les mamelles, je veux dire les différentes phases des institutions de l'État qui le garantissent, quoi. Et du coup, ces deux choses ont été relativement oubliées et il est temps peut-être là de se remettre à y réfléchir, mais y réfléchir comme tu le disais en introduction, pas seulement pour nos potes, mais d'une manière générale, à quoi sert la prison, qui y va et aussi comment on peut la foutre en l'air. Comment on peut créer une société qui se débarrasse de cet outil barbare. Je veux dire, devenons humains, quoi. Enfin, humains, même si ça veut rien dire, parce qu'on a du mal et du bon en nous. On le sait bien, quoi. Les barbares non plus. Mais essayons de créer une société qui pourrait imaginer autrement, en tous les cas, la question de la résolution des problèmes. Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité, poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée, feu d'artifice.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme, aujourd'hui autour de la prison, avec 3 invités. Nadia, auteure de À ceux qui se croient libres, publié aux éditions L'Insomniaque en 2016. Militant anticapitaliste qui va maintenant nous livrer son témoignage de la prison, son expérience de la prison et des mécanismes qui y conduisent. Et Sam, qui est membre de l'Assemblée contre l'état d'urgence et les violences d'État de Montpellier, et qui est aujourd'hui exceptionnellement l'animateur de cette émission. Exceptionnel. Bon voilà, en gros, pour faire court, je vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai pris 2 mois ferme avec mandat de dépôt, donc ça veut dire que j'ai vraiment été en tôle, pour une accusation d'outrage que j'ai toujours nié, il n'y avait pas de preuves, etc. Et du coup, j'ai fait 6 semaines de prison à Villeneuve-les-Maglones. Et j'ai été condamné, par ailleurs, il y a 2 semaines, là, à 2 mois ferme, pour une accusation d'outrage nié sans preuve. Ça continue quoi, le harcèlement continue. Bah déjà moi rapidement sur cette histoire d'outrage, faut quand même voir que là la loi elle a doublé, juste rappeler ça vite fait en amont. C'est que tu peux prendre jusqu'à 6 mois pour une accusation d'outrage, mais en fait maintenant tu peux prendre jusqu'à 1 an. Et que en plus, ce qui est pire là-dedans, c'est que maintenant il y a une anonymisation des procédures. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le deuxième cas où j'étais condamné, le keuf qui m'a accusé d'outrage, je sais même pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Voilà, les flics, ils ont été dans la rue, ils ont obtenu le droit de permis de tirer à vue. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de témoignages de flics qui dégainent les armes, hein, ça sort pas de nulle part. Et là, on a, et c'est aussi le package de l'outrage, là, qui est maintenant, insulter un flic, c'est aussi grave qu'un juge. Voilà. Et ce qui est grave, en plus de ça, c'est que c'est anonyme. Donc c'est la police, l'entité police, qui porte plainte contre toi. C'est quand même du délire. Donc moi, voilà, je me suis retrouvé en tôle. Voilà, à Villeneuve-les-Maglones, l'été dernier, j'ai fêté mon anniversaire là-bas, c'était chouette. Bah évidemment, ce qui a été dit avant dans la première partie de l'émission, moi, ça résonne avec pas mal de choses que j'ai vues. Déjà, sur qui est en prison ? Eh bah des pauvres, voilà, c'est la vérité. Des pauvres et des arabes, je veux dire, je vais pas le dire autrement. Qui sont des arabes pauvres. Qui sont des arabes pauvres, et inversement, en fait, dans tous les... Voilà. Ça marche bien. Alors juste, je vais reprendre quelques exemples comme ça que moi j'ai vu en prison. C'est même pas les exemples les plus fous. Hein. C'est des trucs dont je me souviens. Hein. Il y a un mec dans ma cour de promenade, il a pris 4 mois ferme. Il s'est fait choper 1 an après les faits, je crois. Et on l'a accusé d'avoir volé de la bouffe dans un supermarché. Voilà. Il y en a un autre, il a pris 18 mois ferme. Lui, il s'est bastonné pendant un embouteillage. C'est ça l'histoire. Le mec devant lui s'est foutu le doigt en l'air, je sais pas quoi, mais bref, c'est quand même ça l'histoire. Moi, mon co-détenu, il a pris 8 mois ferme parce qu'il a loupé un rendez-vous au SPIP. Le SPIP, c'est la nana ou le mec, la nana souvent, qui s'occupe des gens qui ont des problèmes avec la justice. Ils suivent, ouais. Voilà, ils suivent les mecs. Ils suivent les peines probatoires, en fait. C'est ça, voilà. Et du coup, lui, il devait voir le SPIP. Il y avait une convocation au SPIP, il n'a pas été. Et en fait, il n'a jamais reçu la convocation. Et un jour, j'étais dans la cellule avec lui, et on lui donne une lettre, genre, ouais, bah en fait, c'est vrai, on reconnaît, on vous a jamais prévenu de la convocation. Mais c'est tout. Et j'ai appris qu'il est sorti bien des mois après avoir reçu cette lettre. Un autre cas complètement ouf, c'est un mec, en gros, était bourré. Voilà, en gros, était bourré, il a pris la bagnole. Bon, c'est pas bien, mais bon, voilà. Ouais, c'était le lendemain de l'attentat de Nice. Et il a pris une route à 4 grammes qui était une piste cyclable. Les gens ont sorti de la voiture en mode, il va faire un attentat de Nice, il va rouler sur tout le monde. Il va au procès, on lui dit attentat de Nice, vous vous rendez compte dans le contexte et tout. 6 mois ferme. Ça, c'est les histoires que j'ai vues comme ça, qui sont assez tarées. Mon voisin de cellule, pas mon co-détenu, il est rentré pour un truc, je sais plus, je crois qu'il était rentré pour 4 ou 6 mois. Il s'est retrouvé qu'un téléphone dans sa cellule, et en plus, il a insulté des gens à l'extérieur depuis son téléphone. C'est pas bien d'insulter les gens. Mais bon, bref, voilà, et du coup, ça faisait 1 an qu'il était là. Donc voilà, bon, ça c'est pour un peu les cas concrets de qui est en prison. C'est du délire, je veux dire, c'est pas acceptable, quoi. Si dans nos cerveaux, on est prêt à accepter que ces cas-là aillent en prison, c'est que notre société, elle est malade à un moment donné, quoi. Faut quand même se poser des questions. Ensuite, sur ce que tout le monde sait déjà, mais qui est pas mal de rappeler, c'est que la bouffe, c'est de la merde. Quand je dis que c'est de la merde, c'est que c'est parfois pas mangeable. Si tu peux tomber sur 2-3 jours de suite avec des trucs qui sont pas mangeables, si t'as pas de thunes pour cantiner, je veux dire, ça devient réellement problématique. Par exemple, moi je me rappelle d'un truc, c'est un exemple que je cherche souvent, mais bon, c'est assez emblématique, c'est saumon, tu vois. Tu vois, sur la cantine, saumon. C'est chouette du saumon. C'est bon le saumon, tu vois. Et donc t'arrives et tu vois, en fait, c'est un cube rose. Mais un gros cube rose congelé. Donc tu peux pas le manger en fait, tout simplement.
Donc tu le jettes en fait. Parce qu'il est congelé. Ben, il est congelé, mais il est dur congelé. Tu peux t'en servir à la limite pour le jeter sur la gueule du maton, mais tu peux pas t'en servir pour le manger, quoi. Donc s'il n'y a pas une solidarité entre co-détenus, de gens qui se font passer ce qu'ils ont cantiné, c'est quand tu achètes un peu à bouffer des pommes de terre. Super cher à l'intérieur. Super cher, voilà. Et c'est du coup une multinationale qui s'occupe de ça. C'est à Villeneuve-les-Maglones, c'est Sodexo. Une fois, le mec, il est rentré dans la cellule, il a dit « Ouais, je vous vends des frigos, voilà, mais vous avez de la chance qu'on vous vende des frigos, parce qu'il y a des co-détenus, ils s'occupent mal de leurs frigos, et nous, on est là pour bien gérer les stocks de frigos, et c'est nous qui faisons en sorte que ça gère bien la prison. » Enfin, le mec, il gère sa prison, c'est le petit chef, c'est Sodexo. Et petite anecdote d'ailleurs que je mets par rapport à ça je l'ai appris après, c'est que dans les années 80, en gros, le secrétaire d'État qui s'occupait de la tôle, c'était le secrétaire d'État de la condition pénitentiaire. Et maintenant, c'est le secrétaire d'État des programmes immobiliers de la justice. Et donc ça donne Sodexo, quoi. Ça donne Sodexo. Donc voilà, après, dans les témoignages, je voyais un truc que je trouvais important qui avait été dit avant, là. C'était l'idée de dire que toutes les valeurs société, en gros, toutes les valeurs qu'il y a dans la société, elles sont un peu condensées dans la prison. Ben, c'est assez vrai, en fait. C'est assez vrai, et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a une assemblée des luttes, c'est important de parler de la prison, parce que ça fait partie d'un truc. Et quand je dis ça, par exemple, c'est vrai que bah là, dans la prison, il y a aussi, ce qu'on voit à l'extérieur aussi, il y a une répression par les médicaments, en fait. Et la répression à l'extérieur de la prison, ça commence aussi par tous ceux qui se lèvent le matin et qui bouffent 2 antidépresseurs, quoi. C'est de l'autorépression. Et en prison, c'est évidemment vachement développé. Franchement, je sais pas, j'ai pas les statistiques qui permettent de dire combien bouffe quoi. Mais putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Moi, mon co-détenu, c'était tous les matins, quoi. Et c'était méthadone. Bon, voilà, c'est des cas particuliers, mais je veux dire, t'es pas camé, tu demandes de la méthadone, à mon avis, tu l'as. Hein. Je pense que tu l'as. Hein. Et les gens se calment, en fait. En prison, massivement, quoi. Sans parler du bédo, hein. Bon, c'est bien le bédo quand t'es en prison, c'est bien, je veux dire, c'est bien, ça permet de t'échapper un peu, mais c'est pas non plus émancipateur, quoi. Et en prison, ce que tu remarques, c'est que ça se défonce aux médicaments, ça se défonce au bédo, et ça se défonce à la télé, quoi. Et c'est un peu le mode de gestion interne, quoi. Et c'est quand même un problème, quoi. Je veux dire, c'est quand même scandaleux, quoi. Et pareil, un autre truc, là, sur le côté petit commerçant, moi, c'est vrai que j'ai vachement vu ça en prison. Moi, je suis arrivé en prison et je suis arrivé dans un cours de promenade et tout. Bon, voilà, toi, t'es un peu flippé et tout. Bon, t'arrives dans un cours de promenade, tu dis, bon, toi, c'est la prison, tu vois. Toi, tout l'imaginaire derrière, toi, depuis que t'es tout petit, c'est la prison et tout. C'était pas ça, je tire en prison. Ouais, c'était pas ça, je tire en prison, je vais tomber sur des fous tarés, on va se défoncer au couteau à tous les coins de couloir. Bon, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. T'arrives globalement, t'as des discussions intéressantes et tout. Donc voilà, moi je suis arrivé avec l'esprit, voilà, moi je suis là parce que j'étais dans le mouvement social contre la loi travail. Les mecs, pour faciliter, il y en a 2-3, ils m'appelaient Anarchie, comme ça c'était réglé. Et voilà. Et en gros, ils aimaient bien discuter un peu avec moi. Il y avait une forme de respect du truc. Et en discutant un peu avec les gens, voilà, c'était un peu le côté politique, il est quand même assez faible, quoi. Faut le reconnaître. Moi, dans ma courte promenade, je veux dire, j'étais un peu franchement, le seul à être venu là, en tout cas, qui se revendiquait un peu comme politique. Il y en avait d'autres qui disaient les matons, c'est tous des bâtards, les juges, c'est tous des bâtards, et qui de fait, de toute façon, vu leur vie et comment ils ont été cassés par le système, c'est de fait. Je veux dire, des mecs qui sont révoltés, tu vois, ça c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect petit commerçant. Et que moi, ce que je voyais, c'est que ceux qui avaient pris des longues peines, en fait, ça devenait un peu les mecs qui géraient le commerce à l'intérieur de la prison, parce qu'il faut bien passer le temps, quoi. Et je me suis dit que, j'en sais rien, mais vu ce que tu avais l'air de dire avant, j'ai l'impression qu'avant, les longues peines, c'était peut-être plus ceux qui assumaient le côté politique du truc. Tout à fait. Et là, j'ai l'impression qu'ils assument plus le côté business, en fait. Ce qui est chiant, quoi. Parce qu'effectivement, c'est souvent dans des histoires comptables de l'autre, il doit il doit ça à un tel, et s'il prend le téléphone et qu'il l'a pas rendu, alors on va le défoncer. Et voilà. Et ce côté petit commerçant, j'ai l'impression qu'il a été bien compris par l'administration pénitentiaire, qui renforce ça par le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, réduction de peine, etc. Ce qui fait que les gens sont constamment en train de calculer qu'est-ce qu'ils doivent marchander pour avoir leur touchy, leur truc, leur machin. Et en plus de ça, ils sont constamment en train de calculer qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire pour avoir la réduction de peine. Donc on est vraiment dans le truc de base, voilà, de l'homo economicus,
du capitaliste, du mec qui est auto-entrepreneur de sa force de travail, Sa propre vie, ouais. Et il est auto-entrepreneur Tout le de sa connerie en fait. Et ben, ouais, ça c'est un truc que j'ai vraiment vu et dont je peux témoigner quoi. Bon après moi je suis resté 6 semaines donc je vais pas en faire des tonnes voilà sur le truc carcéral, mais autre chose aussi quand même, les matons quoi. Et moi il y a un truc qui m'a choqué un peu, c'est de voir à quel point en fait tu te rends compte en prison à quel point en fait l'État et les matons ils gèrent les moindres parcelles, les moindres détails mais poussés de la vie des gens quoi. Bon moi comme je suis resté 6 semaines je pouvais me permettre d'être hermétique et de leur dire de toute façon moi je m'en bats les couilles, dans 6 semaines je pars. Et les mecs qui ont pris beaucoup plus, ils sont obligés de composer à un moment donné avec l'administration pénitentiaire. Ou alors vraiment tu pars dans une vie de fou dingue où tu te fais... voilà, ça existe aussi, mais il y a un moment donné, ça va être des cas concrets, ça va être mais ma femme qui doit venir, machin. Et c'est le maton en fait qui va décider des aspects concrets de la vie des gens, qui vont mentir aux gens, qui vont dire mais non mais ton père il veut plus te parler, il manque les gens, ta femme elle t'aime plus. Des choses comme ça qui se disent en prison, genre si tu fais pas ça, moi je vais faire en sorte que ton gamin, tu vas voir, la prochaine fois qu'il va venir pour ton truc de parloir, on va lui dire que tu veux plus le voir, t'imagines si on lui dit ça. Enfin, non mais c'est des trucs de fou quoi. Et c'est l'administration pénitentiaire qui gère les moindres recoins de la vie des gens. Et c'est un sentiment de domination ouais c'est horrible, je veux dire, c'est pas acceptable quoi. Donc ouais voilà, je vais redire juste qu'on savait déjà, mais que la solidarité avec tous les prisonniers, parce qu'on n'est pas là pour rejuger les gens une fois qu'ils sont déjà en tôle, c'est voilà l'axe, je pense moi qui est le bon, de rallier à la question sociale, parce que oui c'est une réalité qu'on sait déjà, mais c'est devenu un peu has-been de le dire, mais en fait non, c'est la réalité. Les pauvres sont en prison. Faut arrêter de psychologiser le truc, de dire pourquoi, quel est ton instinct, quel est ton rapport intime avec l'autorité, est-ce que tu n'aurais pas un problème au fond personnel, intime. Non, c'est des problématiques sociales de pauvreté qu'il faut traiter en tant que telles quoi. Et moi voilà, je témoigne un peu, moi j'ai des copains qui sont venus à l'extérieur pour me filer un grand coup de main en mode voilà, on fout des feux d'artifice, on fait tout péter, on tape partout, et à l'intérieur de la prison c'était un bordel monstre. Ça a tapé de partout, les gens ça cache ta cache quoi, c'était vraiment ça a foutu un gros bordel. Et ben mine de rien, ça les gens, les prisonniers, ils trouvent ça intéressant et ils viennent te voir et ils disent putain et tout, c'est cool, merci quoi. En fait merci quoi. Il faut c'est là-dessus, moi si je peux apporter mon témoignage, c'est effectivement, je pense que c'est ça, il faut continuer à faire ce boulot de solidarité, d'essayer de généraliser quand il y a un militant qui va en prison. Et bah d'en profiter pour essayer de généraliser sur la question de, effectivement, comme on disait tout à l'heure, à quoi sert la prison, qui, comment, etc. Et d'essayer de rencontrer, même si c'est compliqué, les familles des prisonniers pour essayer de tisser des liens. Parce que les mecs, je pense, qui ont vécu la tôle, il n'y a pas besoin de leur expliquer 1000 discours sur la nécessité de s'en prendre à l'État, au système capitaliste, etc. Il y a deux faits. Ils ont quand même, ils ont vu des choses qui font que, voilà, quoi. Ils ont quelques billes, quoi. Et oui, et sur les matons, moi, le lendemain du bordel qu'on a foutu dans la prison, là, le chef de mon aile, il me convoque dans la prison. Il me dit, alors, Jules, t'es libérable quand ? Je lui dis, je suis libérable le 20 août. Et il me dit, bah ouais, mais si je trouve un truc dans ta cellule, du shit, un téléphone, tu vas rester plus longtemps. Moi, je lui dis, bah vas-y, fouillez, vous trouverez que dalle. Et là, il me dit, bah ouais, mais si c'est moi qui mets un truc dans ta cellule, je vais forcément le trouver. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, mes menaces... Moi, je voulais juste compléter 2 secondes de ce que tu disais. Parce qu'il y a un truc qui est super important, c'est effectivement faire ce travail d'enquête sur ce que c'est que la prison aujourd'hui, qu'est-ce qui va en prison et à quoi ça sert. Être là quand il y a un mouvement à l'intérieur. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'il ne faut surtout pas, quand les prisonniers décident de se battre, et on voit la difficulté que ça représente, les laisser seuls. Ils ont des choses à dire. Dans ces moments-là, ils disent des choses, ils se battent, savoir pourquoi ils sont rentrés en mouvement et essayer de se solidariser et d'inclure ces luttes dans le mouvement, comme appartenant au mouvement
contre cette société, quoi. Donc bon, je pensais à ça. Et puis une chose quand même super importante et qu'il faut absolument dire, hein, moi je suis pas du coin, mais quand même, là il y a un projet de construction de nouvelles prisons. Je sais pas s'ils auront les ronds, mais enfin en général pour ce genre de projet, malheureusement ils les trouvent. Pour construire des logements sociaux, il y a problème, mais bon, pour les prisons, c'est pas un souci. Il y a quand même 33 nouvelles prisons qui vont être construites sur l'ensemble de la France, dont 20, et avec en plus 28 quartiers de préparation à la sortie. Donc c'est pas très clair encore ce que c'est que ça. Il va falloir se renseigner. Mais entre autres, donc 2 prisons à Montpellier. Va falloir se battre. Voilà. Pour dire, le chômage ne va pas être endigué. Voilà. Il ne compte pas s'en occuper. Avant d'entamer peut-être une discussion un peu pratique justement pour savoir comment faire pour soutenir les luttes de prisonniers, comment faire, un peu qui pourra servir à tout le monde d'ailleurs, pas qu'à Montpellier. Peut-être on pourrait revenir juste avant quelques secondes sur des trucs que les gens connaissent pas forcément beaucoup. C'est la question du prétoire. Ouais. Parce que tu vois, toi, tu as mis en avant la question de l'arbitraire, en fait, quoi, quand tu rentres en tôle, tu es jeté dans un système, de la justice qui est déjà arbitraire, mais un arbitraire qui s'aggrave, quoi, une fois que tu rentres à l'intérieur des murs. Et les gens, ils savent pas, mais c'est vrai qu'il y a un tribunal à l'intérieur de la tôle où tu peux rester en tôle presque ad vitam, quoi. Et donc voilà, quoi, comme c'est une institution qui est pas beaucoup connue, peut-être est-ce que vous deux, vous pourriez nous en dire un mot, toi peut-être sur les trucs que tu avais vus et puis expliquer un peu, quoi, et puis toi Nadia reprendre après. Ouais, rapidement là, sur le prétoire et le mitard, ça va un peu ensemble, quoi. C'est mais non, mais c'est scandaleux, je veux dire, c'est un truc, même le citoyen le plus humaniste, toi, le mec juste il pense que tu vois la justice ça tourne à peu près rond, que c'est pas vrai qu'on met les pauvres en prison, etc. Effectivement, si tu expliques un peu le prétoire et le mitard, ça scandalise tout le monde. Moi je m'en rappelle, par exemple, au tout début, mon premier co-détenu, tout premier, 3-4 jours, c'était un mec qui était fou. Il était fou. Il avait rien à foutre en tôle. Et du coup, des fois, il pétait les plombs. Prétoire, mitard. C'est-à-dire prétoire, c'est-à-dire en gros, ou mitard prétoire d'ailleurs, j'ai l'impression aussi. C'est-à-dire en gros, voilà, on te juge dans la prison pour que tu te retrouves isolé. Et souvent, le mot isolé, en fait, il est un peu faible. En fait, pour que tu te retrouves torturé quand même. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu te retrouves, le mitard, je crois que c'est jusqu'à 45 jours, il me semble, maximum. Il y a un moment donné, quand tu te retrouves 45 jours en tôle parce que dans ta tête, tu as un problème, et qu'on te fout 45 jours en tôle, dans ta tête, tu as un problème, ça peut être autre chose. Ça peut être parce qu'on t'a chopé avec du shit, ou parce que tu as envie d'appeler ta femme et que tu as eu un téléphone. Il y a un moment donné, quand tu tortures les gens pendant 45 jours dans une pièce noire, où tu sors seul en promenade, où tu sors pas en promenade, et où tu as un trou au fond de la pièce dégueulasse et tout machin, c'est de la torture. Donc en France, on torture les gens. On torture les gens dans les prétoires et les mitards. C'est scandaleux. Et le prétoire, en fait, est-ce que tu prends des peines additionnelles en fait à ta peine et tu restes... Ça enlève les réductions de peine. Ok. Donc du coup, c'est des peines en plus, quoi. Ouais. Ok. Et c'est le directeur de prison, 2 surveillants-chefs. Et maintenant, depuis quelques années, il y a la possibilité d'avoir un avocat, mais enfin, quand il se déplace, parce qu'il faut quand même se déplacer, tu vois. Et puis, où est le contradictoire ? Si les mecs, ils ont envie de t'enfermer, ils t'enferment, et puis basta. Donc, c'est une prison dans la prison. Ouais. C'est comme, tu dirais, les cachots, quoi. Ouais. Et après, il y a encore plus que ça, moi, je trouve. Moi, le vrai truc, franchement, qui me faisait flipper, tu vois. Enfin, le vrai truc, moi, je trouve, c'est en fait de reprendre une peine quand t'es en prison. Voilà, c'est ça le truc le plus dingue, moi, je trouve. C'est qu'il y a des gens, ils se battent, par exemple, à l'intérieur de la prison, mais ils vont prendre 6 mois de plus. Je veux dire, c'est quand même un environnement, tu vois, qui pousse les gens à péter des plombs. Les gens qui se retrouvent avec des téléphones dans leur cellule, parce qu'il y a un moment donné, ils ont une vie de famille et qu'ils veulent savoir leur gosse qui est malade, en fait, l'opération s'est bien passée, nanana. Et tu vois, les mecs, ils appellent pour ça, ils se font choper et ils prennent de la tôle en plus. Faut imaginer ce que c'est, quoi. Ou ça va être un maton et qui va dire à l'autre, qui va l'humilier. Tu vois, genre, en fait, ta famille, ils n'ont plus rien à foutre de toi, machin, toi, des trucs comme ça. Et le mec, il va lui répondre, mais putain, mais va te faire foutre, c'est toi, je vais te tuer un de ces jours. Et ben, hop. Mais quand je dis hop, rebelote, ça va être rebelote, ça peut être rebelote 6 mois, quoi. 6 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, ça finit pas, quoi. Il y a vachement de cas de jeunes et de moins jeunes qui tombent en prison, déjà pour outrage, la plupart du temps, mais pas forcément, et qui se retrouvent, ils vont prendre une peine de 1 an ou 2, et ils se retrouvent 8 ans après, toujours en détention.
Je veux dire, mais c'est des cas, c'est pas isolé, hein, c'est vraiment une gestion après, si tu veux. C'est ok, t'as pas compris, mais on va te faire comprendre. C'est nous qui avons le pouvoir, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et toi, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Si t'as encore un sursaut de révolte ou d'indignation en toi, on va te le casser, on va te le détruire, on va te. Tu vois. Et c'est voilà, c'est ça, quoi. L'autre point aussi qui serait intéressant un peu d'évoquer, c'est la question un peu de la psychiatrie et des médicaments en tôle et de toutes ces questions autour de là, quoi, parce que bah voilà, on voit que, enfin tu vois, avec les témoignages que tu disais, quoi, et puis avec la généralisation des médicaments, on voit qu'il y a toute une question, quoi, autour de ça, quoi. Il y a plus d'accueil pour les gens qui sont en souffrance psychique, donc je veux dire, visiblement, quoi, le nouveau psychothérapeute, c'est le maton, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe C'est très simple, c'est que dans cette société, il n'y a que le pèse. quoi, C'est le pèse moins l'argent. Le thune. L'argent, c'est moins cher d'enfermer quelqu'un en prison que de l'enfermer dans un hôpital. Donc du coup, si tu veux, comme il y a une déshérence, enfin je veux dire un manque de réflexion sur la question du traitement de la folie ou de la déviance aujourd'hui, eh ben, on va le traiter par l'enfermement. C'est vraiment une régression terrible par rapport à toutes les réflexions qui ont pu être menées dans les années 70. Mais en plus, comme la prison coûte moins cher, eh ben autant l'enfermer directement en prison, hein. Comme ça coûte moins cher aux contribuables. Mais c'est un délire, quoi, parce que tu as des gens, ils sont malades, ils sont vraiment en souffrance, quoi. Et ils se retrouvent enfermés dans une cellule. Je veux dire, les mecs, et sans compter tout un tas de gens aussi qui tout simplement ne supportent pas l'enfermement. Parce que moi, je sais pas, mais s'imaginer... Enfin, je sais pas vous, mais moi, si je sors pas au moins un petit peu tous les jours dehors à marcher, je vais pas bien. Imagine que tu ne peux pas sortir, que tu n'as pas les clés de ta porte, que tu ne peux pas ouvrir ta porte, que tu es dans un cube de béton et qu'on te laisse sortir 2 fois 1 heure par jour dans le meilleur des cas, et que voilà, c'est tout ce que tu as. Mais il y a de quoi devenir fou, quoi. Ouais, pareil, donc, je veux dire, ça rend dingue. Bon, moi j'ai fait 6 semaines, mais j'ai pas pu voir ça, machin, etc. Enfin, personnellement. Mais j'ai eu des témoignages, toi, des directs. Genre un mec, tu vois, genre avec son co-détenu, c'était la guerre. C'est pas drôle d'être à 9 mètres carrés. La guerre en 9 mètres carrés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même un truc de dingue. Et le mec, il pétait les plombs pour se faire changer de co-détenu, quoi. Et en fait, il a pas réussi. Et en fait, un jour, il s'est mutilé. Et genre, sur son dos et son ventre, il y a des traces de mutilation qu'il va garder à vie. Et il a réussi à changer de co-détenu. Quand dans ta tête, tu te dis, ok, pour changer de cellule, je me mutile, tu peux que avoir des séquelles psychologiques, je pense. Ça peut que rendre barjot. Et d'ailleurs, juste quand même pour dire que les derniers mouvements de lutte qui ont eu lieu dans les prisons, il y a eu quelques prises d'otages. Et quand on sait pourquoi, c'est-à-dire que c'est des prisonniers qui ont pris en otage une psy, pour pouvoir bénéficier d'un rapprochement familial. Ce droit c'est inscrit dans le code de procédure pénale. C'est un droit pour les prisonniers d'être rapprochés de leur famille. Parce que quand tu as 10, 15, 20 ans et que ta femme ou ta petite copine ou ton petit copain, il doit se taper 800 bornes, comme pour les Basques par exemple, 800 ou 1000 bornes pour venir te voir une demi-heure ou 1 heure, tu vois, je veux dire, vaut mieux quand même, enfin ça demande beaucoup d'argent, souvent ce sont des gens qui en ont pas beaucoup, enfin tu vois, c'est compliqué. Ça rebondit sur toute la famille, tu vois. Donc ça paraît logique que les gens soient incarcérés près de là où la personne vient le voir. Et t'as des gens, ils sont obligés de prendre en otage des gens pour avoir un rapprochement familial ou le demander. T'imagines un peu le truc quand t'as des mots mais que tu peux pas les voir. Enfin, tout est fait, si tu veux. À la fois, c'est peut-être des fois calculé, puis il y a des fois, c'est même pas calculé. C'est tout simplement qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule. T'es juste un numéro et tu peux crever, quoi. Et l'autre point aussi, tu vois, ça rejoint le truc, mais on en a déjà un peu évoqué, mais c'est quoi cette histoire, tu vois, des médicaments, quoi ? Quand est-ce que c'est rentré ? Quand est-ce que c'est devenu massif ? Parce que là, la manière dont tu décrivais le truc, c'est que tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui prennent des médicaments, qui a une atmosphère un peu de camisole chimique et tout. Et voilà, quoi, est-ce que tu peux un peu étayer là-dessus ? Et puis toi, Nadia, nous raconter un peu c'est quoi l'histoire de cette affaire, quoi ? Bah, moi, juste rapidement sur comment ça se passe. En fait, le matin, l'infirmière, elle arrive avec son chariot, là. Elle passe devant les portes et c'est la distribution, quoi. Et générale et massive, quoi.
Et vraiment, moi je te dis, si t'as plus de PQ, tu peux taper à ta porte comme un mort. Toi, tu peux faire donnez-moi du PQ et tout. Tu tapes. Franchement, tu peux attendre mais longtemps quoi. Et puis, franchement, t'arrives, tu dis donnez-moi des médocs. Hop, ça vole par le dessous de ta porte quoi. Toi, vraiment, c'est comme des petits pains quoi. C'est pas une. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'était distribué comme des petits pains. Voilà. C'est un mode de gestion quoi. Ouais, mais carrément, la camisole chimique. Avant, il y avait des statistiques qui étaient réalisées sur les médicaments qui étaient pris avec les noms et aussi le nombre. Aujourd'hui, ces statistiques n'existent plus. Donc, pour te dire, et à l'époque, ça représentait énormément de prisonniers. Et il y a même des prisonniers, enfin, je veux dire, c'est un combat presque pour ne pas les prendre. Tellement au bout de X années, tu vois, tu pètes les plombs complets que tu as juste envie de t'endormir, quoi. T'endormir le cerveau pour plus penser. Et on peut le comprendre, hein. Et donc, c'est vraiment une lutte que de dire je reste vivant, je reste lucide, conscient et je continue, tu vois. Ça veut dire aussi que c'est souvent des gens qui lisent, qui essayent de faire des études, qui essayent, tu vois, d'organiser leur vie de manière à sortir pas complètement lobotomisé quoi. Mais c'est vraiment pas facile parce qu'en plus avec la télé dans les cellules quand t'es 3 ou 4 t'en as forcément un qui veut regarder donc du coup t'as la télé 24/24 et bon on connaît les pouvoirs de la télé sur le cerveau, c'est un peu destructeur quoi tu vois. Et tu disais aussi, pour rebondir là-dessus, après je poserai une dernière question. Ouais, parce que... Ouais. Et c'était, tu vois, tu disais, est-ce que ça a été interdit en fait de passer des diplômes Ah oui, il y avait un truc, non, mais parce qu'il y a 2-3 trucs comme ça, je voudrais juste rajouter avant de, quand même, c'est que, moi, il y a une chose qui m'avait paru vachement intéressante, c'est qu'en 86, ils ont arrêté de donner des remises de peine pour passage de diplôme. Et pourtant, c'était quelque chose qui était extrêmement dynamique. Il y avait énormément de prisonniers, mais qui passaient pas forcément qui faisaient pas des grandes études, mais un CAP de machin, un BEP de trucs. Et puis après, tu as eu quand même des cas de prisonniers qui ont suivi des très hautes études. Je veux dire, comme Philippe Maurice, qui est devenu un spécialiste du Moyen-Âge. Et c'est un mec qui aurait dû qui aurait dû mourir. Hein. Il aurait pu être condamné à mort, ce mec. Ouais. Hein. Aujourd'hui, il est spécialiste du Moyen-Âge. Donc c'était extrêmement stimulant. Et du coup, ça faisait que aussi, du coup, pour suivre tes études, il fallait que les autres y t'aident, il fallait que, tu vois, il y ait un peu de collaboration, de réflexion. J'ai lu tel livre, c'est plus intéressant que tu as vu le dernier film pourri. Enfin bon. Ouais. Donc du coup, ils ont enlevé ça en 86, en même temps qu'ils ont mis la télé. Voilà, pour moi, c'est assez significatif. Et j'ai un truc qui me revient d'un coup là, comme ça, d'une scène, tu vois. Effectivement, j'ai fait que de bouquiner. Je me suis pris le Capital de Marx, je me suis dit au moins je l'aurais eu. Donc voilà, et du coup on échangeait, on avait d'autres bouquins, on échangeait des bouquins, et à un moment donné, il y a avec l'autre nana, et ça faisait chier une maton. Elle nous l'avait dit, vous n'êtes pas là pour réfléchir. Voilà ce qu'elle nous a dit tel quel. Eux, ils réfléchissent pas. Donc et la dernière question, parce que quand même c'est une question un peu de curiosité et tout, c'est putain le shit quoi. Genre, il y en a v'là quoi, tu vois ce que je veux dire, il y a v'là de shit et tu te dis, bon, il y a toujours les trucs, tu vois, tu regardes des séries américaines, tu te dis, le maton et tout, il aide le dealer de shit et tout, et c'est, voilà, c'est quoi un peu la réalité de tout ça quoi, le shit, comment il est... comment il rentre en prison, bon ça on va pas faire de mystère non plus quoi, on n'est pas là pour résoudre des... Hein, on est pas... Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les matons, le shit, comment ça cohabite, comment ça cohabite pas Moi je dirais que c'est un moyen de pression extraordinaire, parce que à la fois ça pacifie complètement et les quartiers et les prisons. Ouais, ça c'est vrai. Alors à la fois si tu veux c'est festif, c'est sympa, c'est agréable, etc. Mais on peut pas non plus nier le pouvoir pacificateur du shit sur les quartiers. Et sur la prison. Donc bon, j'ai envie de dire à qui profite le crime, à l'administration pénitentiaire. Ouais. À la fois, ils ont intérêt à laisser passer le délire, et en même temps, elle peut à tout moment le faire cesser. Voilà, c'est ça le truc. Et punir la personne qu'elle a laissé faire pendant des mois, mais pareil que dans les quartiers. Ouais. C'est-à-dire, ils vont te laisser des fours exister pendant des années, et puis le jour où ils ont envie de te faire chier, ils viennent et puis ils te cassent ton business. Et ils t'arrêtent les mecs. Alors que rien à foutre pendant hyper longtemps. Ça dépend, c'est eux qui gèrent, après c'est eux qui décident. C'est vrai sur comment passe le shit, hein, je veux dire des trucs que je pense que tout le monde le sait. Ça, les parloirs, hein, je veux dire,
Les gens, non, mais les gens, ils en sont à ramener, à planquer de la viande. On parle de shit là, mais il n'y a pas que ça qui passe. Hein. Les gens, ils dealent aussi de la viande à manger. Quoi. Tu vois, la misère sociale, le truc. Les colis, ça c'est quand même marrant. Il faut quand même voir le courage aussi des gens quand même. On est dans une prison, il y a des gens, ils se cassent le cul à jeter des colis par-dessus les murs de l'enceinte pendant la cour de promenade. Et les mecs qui sont dans la cour de promenade ramassent le truc, le jettent à un mec, à une cellule, qui le font passer par les yo-yo. Et les yo-yo, c'est les cordes qui sont entre les cellules. Il y a quand même des gens qui ont du courage quand même. Ouais. Tu vois un peu le mec quand même, enfin moi je trouve, c'est du shit, mais il y a quand même un aspect, tu vois, courageux quoi, à se casser le cul. Et après, juste sur l'aspect de ils arrêtent ça quand ils veulent. Moi, j'ai des bribes de discussion qu'il y a quand ça gueule tout sur les murs, quoi. C'est les mecs qui disent ouais, putain, je suis sûr, là, ils vont tout arrêter. Là. Je suis sûr, là, ils vont tout arrêter. Dans le sens où, effectivement, il y a un contrôle et ils peuvent faire là, stop, là, oui, là, non, là, un peu. Là. C'est arbitraire. Ouais, c'est arbitraire. Et bah vas-y, là, moi, je voudrais juste dire quand même une chose, parce qu'on a très peu parlé des quartiers d'isolement, des QHS, mais c'est pas grave, on se reverra peut-être un jour. Ouais. Quartiers de haute sécurité qui ont été soi-disant abolis donc en 83 sous Mitterrand. Ça faisait partie de son programme électoral et immédiatement remplacés par les quartiers d'isolement. Sont des tombeaux où l'administration pénitentiaire enferme les prisonniers qui tentent de s'évader, qui se révoltent, qu'elle n'arrive pas à gérer. Et c'est vraiment, là, on a parlé du mitard, c'est 45 jours. Déjà, c'est insupportable, hein, mais l'isolement, ça peut durer des années, quoi. Ah, non, mais... Donc, c'est un truc de fou. Et le mouvement des prisonniers et le mouvement à l'extérieur de soutien avaient réussi à obtenir son abolition. Et il a été juste remis sous une autre appellation. Je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut se battre. Pas seulement sur la question de l'isolement en général. Isoler des gens, c'est les détruire, on le sait, quoi. C'est de la torture blanche et je pense qu'il faut vraiment se battre contre ça. La deuxième chose qui me paraît être centrale dans la lutte contre les prisons, c'est la longueur des peines. En fin des années 70, début des années 80, la peine maximum était 18 ans. C'est-à-dire quand on prenait perpétuité, on faisait 18 ans maximum. Aujourd'hui, on est des 30, 40 et on est sur une logique de perpétuité réelle. Je veux dire, Le Pen, Macron, tout ce que tu veux, ils demandent la perpétuité réelle. Quoi. Les mecs, ils savent même pas ce que ça veut dire. Pourquoi pas enterrer quelqu'un vivant aussi, tu vois, et puis le dépecer, lui remettre la roue... Donc du coup, moi je pense qu'il faut vraiment se battre sur cette question de longueur des peines. Alors bien sûr, on va dire oui, mais c'est en opposition avec le fait qu'on est anticarcéral, on est contre les prisons. Il faut bien commencer par un bout. Et moi je pense que pour les gens qui sont à l'intérieur, le fait de demander que les peines soient de plus en plus courtes, c'est concret, c'est complètement concret. Et je pense que ça n'empêche pas par la suite de dire qu'on est quand même pour l'abolition des prisons. Mais en tous les cas, là, il faut absolument se battre sur la réduction des peines parce que on enterre des gens vivants là. Je crois que c'était à Clairvaux, il y a des prisonniers il y a une dizaine d'années qui avaient dit « Soyez cohérents, tuez-nous, rétablissez la peine de mort ». Pour ceux qui le désirent. Là, vous êtes en train de nous enterrer vivants. C'est pire, c'est de la torture. C'est encore pire que de tuer quelqu'un. D'où les suicides aussi en prison ? D'où les suicides. Les suicides, c'est un peu plus compliqué parce que les suicides, ils interviennent souvent au début de la détention et puis après pour les très longues peines en cours. Mais c'est pas tout à fait le même registre. Là, c'est de dire soyez cohérents plutôt que de nous enfermer à vie. Au moins remettez la peine de mort. Et par rapport à ça, c'est une formule en fait que je crois d'ailleurs ceux avec qui t'étais à l'origine, moi c'est une formule qui m'a fait tilt, c'est en fait ils ont remplacé la peine de mort par la peine jusqu'à la mort. Et en fait ils ont pas vraiment supprimé la peine de mort. Exactement. Et maintenant si on est un tout petit peu cohérent dans des idées un peu machin humanistes, etc., faut être contre la torture en fait. Et si on est contre la torture, on est contre l'isolement. Point barre. Point barre. Il n'y a pas d'histoire d'aménagement, truc machin. C'est point barre. C'est les peines. Et pour tous. C'est délire. Et pour tous. Et la prison est une torture, en fait, de manière générale. Ouais, de toute manière. De toute façon. Mais bon, plus les peines sont longues, les plus c'est irréversible, quoi. Donc...
Voilà. Quand même quelques mots pour dire un peu c'est quoi les pistes de réflexion qu'on a eues sur Montpellier pour penser ces questions-là. Il y a eu donc un comité de vigilance des comparutions immédiates qui a été lancé. Donc il s'agit d'aller voir les comparutions immédiates, savoir qu'est-ce qui s'y passe, prendre contact avec les gens. Il y a la volonté d'écrire un tract assez simple qui s'adressait aux proches et aux familles des détenus pour essayer pareil de créer du lien. Il y a l'idée s'adresser à la population en général et commencer une lutte, une campagne, je sais pas comment appeler ça, contre la construction de ces nouvelles prisons en coordination avec tous les comités qui partagent la même perspective. Et quoi d'autre encore, c'est à peu près c'est là où on en est, c'est là où on en est, c'est là où on veut aller, et voilà, on encourage tout le monde à prendre ses réflexions à bras le corps, et surtout à la prochaine fois. Et on a dit tout le monde déteste la justice, tout le monde déteste la police, qu'on aille un peu plus loin, qu'on dise tout le monde déteste la justice, tout le monde déteste la prison, qu'on soit pas là simplement pour défendre nos potes, nos connaissances, et qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui rentre en prison d'entre nous, que ce soit l'occasion pour lui, pour nous de mener une réflexion une sur enquête, ça. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On place des dédicaces? C'est l'heure des dédicaces. Dédicace à tous les prisonniers de VLM. Pareil. Pareil. Ah, t'as pas une autre dédicace? Non. C'est moi qui vais dédicacer. Pareil, comme je savais pas faire dédicace à ceux qui sont derrière les barreaux, ça a été déjà fait. Alors plus humblement, dédicace à tous les comités de défense collective, de solidarité face à la répression. Voilà, donc c'était une émission de Sortir du capitalisme, donc consacrée à la prison comme, si je peux résumer en quelques mots, outil de gestion de classe et de la misère sociale et de répression étatique, et qu'il faut évidemment, puisque c'est le titre de l'émission Sortir du capitalisme, abolir dans le cadre d'une société post-capitaliste, même si les modalités de ce dépassement, je pense à un exemple, même s'il est sans doute imparfait, mais pour les gens qui se disent oui, mais comment est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui viole ma sœur, la justice zapatiste, peut-être que c'est un petit peu plus intéressant que ce qui se pratique en France. Carrément. Ouais, non, il faut réfléchir différemment. Pas en termes d'enfermement en tous les cas. Faut pas se venger, c'est pas bien la vengeance. Ouais, exactement. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.